Et on va commencer du coup cette revue d'actualité de l'OSIR avec le Patch Tuesday de décembre 2020, donc qui nous a permis de clôturer cette belle année. Je précise juste avant, donc c'est la dernière revue d'actualité de l'année 2020. Donc à la fin, on fera un petit top de ce qui s'est passé. Comme nous venons de finir les slides, il y aura sûrement pas mal de typos, donc soyez indulgents là-dessus. Donc là, c'est un petit point qui est un rappel de ce qui s'est passé précédemment du fait du Covid. Microsoft a prolongé le support d'un certain nombre de ses systèmes d'exploitation. De façon graphique, ça donne ça. Avec sur les premières lignes, vous avez les versions LTSC et LTSB, donc longue durée de support. Et donc vous voyez toutes les versions de Windows 10, c'est essentiellement Workstation, hein. Toutes les versions de Windows 10 avec la prolongation en particulier de la version 18.09 du fait du Covid. Et là, depuis quelques semaines, il y a la version 19.03 qui n'est plus supportée. Donc attention si vous en avez encore dans vos systèmes d'information. Petite chose intéressante, c'est que je suis tombé par hasard sur un site qui s'appelle AD Duplex, donc une entreprise qui fait je sais pas, des stats en particulier sur le déploiement des postes Windows 10 et qui fait une espèce de graphique en bleu là qui représente le nombre de postes Windows 10 avec les versions. Et c'est plutôt intéressant parce que corrélé avec les dates de sortie, donc le tableau d'au-dessus, les dates de sortie des différentes versions et de fin de support, on se rend compte que globalement c'est plutôt pas mal suivi. Sauf que depuis, on va dire, le Covid, enfin, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est un petit peu moins suivi depuis le milieu de l'année 2020, avec en particulier des fins de support donc sur la 19.03 et la 18.09, qui sont encore utilisées. Je crois que j'avais fait le calcul, c'est quasiment 7-8% de système d'exploitation, enfin de vos postes. Aurélien. Ouais, donc pour les vulnérabilités, donc par rapport au mois précédent, donc c'est vrai qu'avec la disclosure de Zero Logon, ça a été assez compliqué de trouver une vulnérabilité plus critique. Globalement, ce qu'il faut retenir pour le mois de décembre, c'est deux vulnérabilités qui permettent sur Microsoft Exchange de faire de l'exécution de code à travers des commandlets. Et pour les systèmes, donc tout ce qui est plutôt système Windows, Workstation ou serveur, on a une RCE qui est faisable via le protocole VSMB. Concernant les navigateurs, donc on a trois nouvelles UF sur Google Chrome qui seront du coup exploitables via une page, HTML. On avait également de l'exécution de code qui était possible via le moteur V8. En ce qui concerne du coup Microsoft Edge, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait une vulnérabilité où sur les terminaux Android, on pouvait faire du spoofing de l'URL. Et enfin, sur Firefox et ESR, on avait une opération non maîtrisée sur un big int qui pouvait du coup mener à la divulgation de zones mémoire. Et on avait un buffer overflow et un use after freeze sur le moteur WebGL. Après, pas mal d'autres vulnérabilités système, je pense qu'on va pas s'attarder. Une vulnérabilité intéressante sur Pulse Secure quand même. Ça, en fait, c'est l'exploit de la vulnérabilité qu'on présentait le mois dernier. Il y a un module Metasploit maintenant qui permet de générer le gzip et qui permet du coup d'exécuter directement les commandes dont on a besoin. Encore des vulnérabilités Jenkins et Struts. Vous avez des codes d'exploitation là. Bon voilà. PSExec, rapidement. Oui, pour tous ceux qui font de l'administration et qui utilisent PSExec, il y a une vulnérabilité qui date de plus de 14 ans dans le binaire qui a été divulguée ce mois-ci, qui permettait en fait, si jamais on avait ouvert un pipe utilisé par PSExec avant l'exécution du fichier, on pouvait envoyer des données et du coup faire en sorte que PSExec exécute ses commandes en tant que système. Après, ça permet d'embêter potentiellement aussi des pentesters, si vous voulez, qui utilisent PSExec pour compromettre vos serveurs. Encore des vulnérabilités sur des équipements de sécurité. Voilà, donc sur Zixel, la présence d'un mot de passe oublié, on va dire, qui n'était pas documenté et qui permettait tout simplement d'avoir un accès administrateur sur l'appliance. Donc voilà, si jamais vous avez des appliances, vous pouvez essayer ce nom de compte et ce mot de passe pour voir si vous avez encore un accès. Et je crois que Pulse, c'est celle de tout à l'heure. C'est ça, ouais, c'est l'exploit. Bon, Cisco, quelques vulnérabilités, finalement pas tant que ça. Voilà, c'est ça, c'est surtout Jabber, quoi. RCE.
Et donc là sur 2020, donc là j'ai essayé de compiler pour voir combien de vulnérabilités ont été trouvées pendant cette année. Donc on est à plus de 15 900 vulnérabilités pour cette année 2020, avec du coup dans le top 1 Microsoft et Oracle. Et du coup, point assez intéressant, Microsoft ne représente que entre guillemets 6% des vulnérabilités trouvées. À noter que c'est pas parce que Microsoft est premier que c'est l'entreprise qui a le plus de vulnérabilités sur un système, puisqu'en fait ça prend en compte tous les logiciels et systèmes d'une entreprise. Donc je prends l'exemple d'Oracle. Oracle, ils ont des tas de logiciels suite à des rachats, ce qui fait que 800 vulnérabilités, ça peut paraître énorme, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Alors que Google, qui finalement n'a pas tant de logiciels que ça, avec essentiellement Android et Chrome, a des centaines, enfin milliers de vulnérabilités. Donc petit point ransomware pour commencer. Donc il y a Randstad, connu par notamment pour ses offres de travail par intérim, qui a été compromis récemment par le ransomware Egregor. Parmi les données qui ont été retrouvées, on a notamment eu des données business, des fiches de paye avec des noms. Donc globalement, on peut s'attendre à potentiellement une condamnation RGPD qui arrive, ou du moins on va voir s'ils ont déclaré l'incident. Pour l'instant, c'est en cours. Là, c'était sur la première semaine de 2021. On a un nouvel opérateur de ransomware du nom de Babak Locker qui pour l'instant officie sur des forums de hacking. Ils n'ont pas de site entre guillemets à proprement parler, comme pourrait avoir notamment Maze ou d'autres opérateurs du même genre. Ce qui est intéressant dans ce ransomware, c'est qu'on a l'utilisation d'algorithmes assez poussés comme SHA-8 et ECDH, donc des courbes elliptiques. Et donc là, ils sont sur des rançons qui vont de 60 000 à 80 000 $. Ce qui est intéressant aussi sur cette fin d'année 2020, c'est avec tout ce contexte Covid, on a eu une montée finalement dans, entre guillemets, la violence psychologique employée par les opérateurs de ransomware, où en fait on a vu notamment donc des opérateurs, je crois que c'était Ryuk ou Doppelpaymer, qui maintenant n'hésitent plus à appeler en fait directement les entreprises et vont divulguer en fait des noms d'employés, leur adresse, et ils vont proférer des menaces en disant qu'ils vont envoyer des personnes pour leur faire du mal. Bon, après, la récupération de ces données, elle vient probablement de l'attaque et du piratage des partages. Là, on voit vraiment l'impact psychologique qu'il y a dans ce genre d'attaque. Maintenant, on a aussi vu des attaques plus ciblées sur les postes des VIP et où justement on appelle ces VIP et on leur menace de divulguer des documents qui vont présenter des fois même des pratiques frauduleuses, afin de toujours mettre cette pression psychologique et pouvoir avoir le paiement plus rapidement. Concernant les takedowns qu'on a vus, donc il y a l'hébergeur Wasabi qui a été victime d'une indisponibilité. Globalement, c'est leur entrée de leur NS par Amazon qui a été retirée parce qu'apparemment, il y a l'un de leurs serveurs qui avait été utilisé pour du malware. Pour ceux qui ne connaissent pas Wasabi, c'est un service d'hébergement qui, globalement, propose, entre guillemets, un hébergement illimité et qui ne fait pas payer, je crois, ses appels API. C'est ce que j'avais vu. L'autre élément qui a beaucoup fait parler, c'était le démantèlement de la solution VPN SafetyNet, qui était considérée comme la solution numéro 1 de VPN utilisée par les cybercriminels. C'était un hébergeur entre guillemets bulletproof, c'est-à-dire que normalement leur serveur n'était pas censé être accessible par qui que ce soit, ce qui était du coup entre guillemets censé offrir, on va dire, une sécurité opérationnelle. Bon, évidemment, comme vous pouvez le lire, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un effort commun fait par Europol, leur centre EC3 et je crois que c'était le FBI, qui a du coup amené au démantèlement de la solution. Et donc ça fait un bon coup de canif dans leur méthode. Côté malware, donc on a Electrorat qui est un nouveau malware qui se fait passer pour des apps de trading, qui utilise un C2 sur Pastebin pour envoyer les commandes aux différents postes compromis. L'objectif final, évidemment, c'est de récupérer du coup les portefeuilles de crypto-monnaies. Ensuite, on avait probablement parlé de la backdoor system BC,
mais qui est de plus en plus populaire, hein, notamment de par son canal de communication vers son centre de commande qui est chiffré via Tor et qui a été utilisé récemment par Ryuk et Gregor en plus de Cobalt Strike. Donc voilà. Et enfin, on a un nouveau, c'est pas vraiment un nouveau malware, mais il est de plus en plus utilisé lui aussi, donc qui s'appelle Ezuri, qui permet en fait de faire de l'exécution de code en mémoire sur les systèmes Linux, et donc qui à la base était juste un outil de recherche pour utiliser, pour mettre à mal, on va dire, le système, voir un peu ce qui était faisable. Et donc, c'est de plus en plus utilisé par les développeurs de malware qui attaquent Linux parce que justement, ça permet de faire tomber le taux de détection à 5% sur le virus total. Là, je pense qu'on va enchaîner avec la plus grosse histoire de décembre et même, je pense, de l'année 2020 avec le piratage de la société SolarWinds et plus précisément de sa solution Orion qui permet de faire de la surveillance et de la gestion de parc. Donc en fait, cette compromission, elle date de bien avant. C'était la compromission des serveurs de mise à jour d'Orion, qui était du coup protégé par le fameux mot de passe SolarWinds 1.2.3, qui a du coup amené à la compromission en fait de ce serveur et donc qui a amené à la compromission d'Orion, qui a été backdooré du coup, un peu comme pour ceux qui se souviennent, CCleaner en 2017. Et donc en fait, la compromission d'Orion a emmené à la compromission de près de 400 entreprises du Fortune 500, ainsi que des administrations américaines, dont notamment le Trésor. Non, on ne t'entend pas, Vlad. Vous m'entendez plus du tout là? Là, c'est bon. Ouais, non, je disais. Il est recoupé, Vlad. T'as un problème de micro. Je te laisse continuer, Aurélien. Vlad va revenir. Ça marche. Donc oui, en effet, donc cette porte dérobée qui a compromis SolarWinds, du coup, a été nommée Sunburst par les chercheurs de FireEye. Et donc là, l'attribution à ce jour est encore un peu floue. Je sais que sur le... Ah, vous m'entendez? Aurélien, si tu peux arriver à continuer, parce que là, on n'entend pas Vladimir. Oui, je peux continuer. Donc, en effet, l'attribution n'est pas encore faite à ce jour. Il y en a qui disent que c'est APT29. Pour l'instant, l'attribution est encore en cours. Je ne sais pas si on l'aura vraiment. Il y en a qui parlent aussi du NC 2452. Donc, si on passe à la suite... Donc, si on passe à la suite et qu'on regarde globalement le code, donc il y a différents éléments qui montraient que justement les attaquants qui ont implémenté la porte dérobée ont justement fait beaucoup de recherches et se sont forcés à suivre le style de codage d'Orion. Est-ce que je suis revenu là? Oui. Bon, j'ai changé de micro. Je jette l'ancien micro. Non, je disais juste avant, en fait, ce type de compromission avait été pour moi la première fois identifié avec Juniper, qui avait vu son code de je crois que c'était Firewall ou Passerelle. Éventuellement, est-ce que tu peux augmenter légèrement le gain Je ne peux pas, mais je peux rapprocher le micro de ma bouche. Ah, ça marche beaucoup mieux. Ouais, non, j'avais dit, c'était Juniper qui avait, il y a quelques années, il y a même longtemps, avait été compromis, je crois que c'était, je sais pas, 2010, 2007, 2008, avait été compromis et des backdoors avaient été injectés dans le code source, je crois que c'était Firewall ou VPN SSL, je sais plus. Et surtout, ce qui avait été identifié, c'est que il y avait d'autres groupes qui avaient déjà compromis le code et qui avaient injecté d'autres backdoors. Ah oui, d'accord. Ça faisait backdoor sur backdoor, quoi. Ouais, et là, c'est un peu le même cas, c'est ce que j'ai mis là, c'est qu'en fait, il a été identifié qu'il y avait déjà une autre backdoor dans le code de SolarWinds.
donc d'un autre groupe. Ils avaient donc déjà été compromis. D'accord. Oui. Du coup, juste ce que j'avais à dire sur cette slide, c'est que quand on regarde en fait le code, une partie du code de la backdoor, on voit qu'il y a carrément des vérifications qui sont faites du domaine sur lequel est le poste. Et donc, dans certains cas, si par exemple on a du dev.local, du lab.local, le code ne va pas s'exécuter. Donc ça, c'est fait pour éviter globalement d'exécuter le code sur les serveurs de SolarWinds et pour éviter du coup une détection préalable. Et alors concernant ce qui a été utilisé pour compromettre a priori SolarWinds, parce qu'en fait il n'y a pas eu de communication détaillée sur la manière qu'a utilisé le groupe d'attaquants pour vraiment injecter la backdoor dans le code source du logiciel. Mais par contre après, donc ça a utilisé le malware, enfin le dropper plutôt teardrop, pour déployer encore une fois du Cobalt Strike. C'est vraiment à la mode cette année. Et puis ensuite, avec un serveur de commande contrôle, enfin des serveurs de commande contrôle et pas mal de techniques assez intéressantes, en particulier donc, sur les requêtes DNS qui étaient utilisées par le générateur de noms de domaine aléatoires. Il y avait un bit qui permettait de savoir si c'était une victime qui était vraiment ciblée et donc qui passait les différentes étapes de l'attaque, soit qui était une victime entre guillemets collatérale et donc qui ne passait pas les étapes pardon, de l'infection et de l'attaque. Et alors, donc là, on vient de m'envoyer des articles qui précisent qu'apparemment il y a un lien entre cette attaque et Casuar, et donc possiblement Turla. Et donc, a priori, l'attaquant serait la petite animation sur la droite. Parce qu'en fait, il y a plusieurs techniques assez similaires qui ont été retrouvées dans cette attaque par rapport aux attaques précédentes. Vous avez pas mal d'articles avec plus de détails sur le sujet. Donc là, Je vois que Christophe est en train d'écrire. Et effectivement, un document du CERT-FR, un article du CERT-FR que vous pouvez aller consulter pour avoir plus d'informations. Ce qui est intéressant, c'est donc suite à ce piratage, donc il y a pas mal d'entreprises qui ont été piratées, dont FireEye, avec pas mal de techniques intéressantes, comme par exemple le fait d'avoir récupéré un certificat pour signer des jetons SAML et après pouvoir signer n'importe quel jeton et donc se faire passer pour n'importe quel utilisateur de l'entreprise, dont des administrateurs. Les attaquants se sont fait attraper parce qu'ils ont essayé de se connecter au VPN qui disposaient d'une authentification forte et ont dû ajouter un nouveau device à l'authentification forte, et c'est à ce moment-là qu'il y a une alerte qui s'est levée et qu'ils ont été détectés. Donc suite à ça, FireEye a pas mal communiqué. Ils ont annoncé que beaucoup de choses avaient été volées, en particulier les outils Red Team. Il n'y a pas d'informations sur les bases de données, bases d'informations, bases d'IOC sur les clients FireEye, ni sur les codes sources FireEye, mais potentiellement ça peut être volé aussi, mais ça on ne le sait pas. Mais surtout, ils ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils avaient des outils de Red Team assez avancés qui pouvaient faire peser des menaces sur le monde parce que ça simulait le niveau de compétence des acteurs de cybermenaces, voilà, cybercriminels et voire plus. Sauf qu'en fait, quand on regarde en détail, la plupart de ces outils ultra avancés sont des outils open source. Donc j'ai fait l'analyse d'un certain nombre de ces outils pour essayer de retrouver l'information. Donc, par exemple, ici, vous avez un outil qu'ils utilisent qui est Rubeus, qui est un outil qui permet en fait, d'interagir avec Kerberos. Et en fait, quand on regarde la signature communiquée par FireEye, finalement, le seul élément intéressant de la signature, c'est l'identifiant unique de l'application, donc qui est surligné en vert tout en haut. Et donc on retrouve bien dans le code source de l'application quand on va la télécharger sur GitHub, sauf qu'en fait cet identifiant, ça prend 1 seconde et demie, voire 2 secondes à changer pour obtenir une nouvelle application. Enfin une nouvelle application qui échappe la signature. Donc entre guillemets, cette signature ne sert strictement à rien. Autre exemple, donc là c'est l'outil SafetyCats qui est une version adaptée, simplifiée de Mimikatz, principalement en .NET. Et là encore, donc dans la signature, on ne retrouve que le GUID de la version de GitHub, c'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, il suffit juste de modifier cet identifiant unique pour avoir une nouvelle application qui échappe à cette signature. Donc encore une fois, une signature qui ne sert strictement à rien. Autre exemple, donc là c'est un outil qui est dans Impacket, qui s'appelle WMI exec. Et donc là, la signature, en fait, on le voit, alors c'est tout en bas, les caractères en rouge. En fait, ça reprend exactement les lignes qui sont surlignées en bleu, sauf qu'en fait, ils ont juste rajouté une petite obfuscation
qui est très très simple, qui est juste de remplacer les espaces par des tabulations et des caractères supplémentaires. Donc en termes d'obfuscation, c'est niveau bas, mais l'outil tel quel après est exactement le même. C'est juste un tout petit peu d'obfuscation sur une exécution de ligne de commande. Moi, en général, je préfère utiliser le caractère chapeau qui permet d'échapper un certain nombre de solutions de détection d'intrusion parce que la tabulation, souvent, c'est quand même assez connu. Autre exemple, donc là, il s'agit de l'outil SharpView, assez connu dans l'environnement Windows Active Directory. Et donc là, si on regarde la signature, donc là, je me suis amusé à télécharger donc il y a quelques semaines l'outil sur GitHub, à en réaliser le condensat SHA-1 et la signature est exactement la même que celle fournie donc dans la partie en bas par FireEye, ce qui veut dire que c'est exactement le même outil qu'ils utilisent et ils ont juste fourni la signature d'un outil public présent sur GitHub, déjà compilé sur GitHub. Donc entre guillemets, ça n'a strictement aucun intérêt et il suffit de modifier un tout petit caractère dans le code source et de recompiler pour échapper à la signature. Donc là encore, une signature qui n'a strictement aucun intérêt. Et d'un outil open source. Ensuite, un autre sujet assez intéressant, c'est que je pense que vous utilisez tous quasiment BitLocker. Donc il dispose d'une clé maître qui est normalement stockée dans la puce TPM de l'ordinateur. Et là, c'est une technique assez intéressante, alors qui demande à ouvrir l'ordinateur, mais qui permet de récupérer la clé maître moyennant quelques bidouillages. Et ce qui peut être intéressant dans le cas des modes TPM only, c'est-à-dire lorsque les gens, ce qui est souvent majoritairement déployé d'ailleurs, lorsque les gens n'ont pas à taper de code PIN pour démarrer le PC. Donc effectivement, il y a d'autres attaques qui permettent de directement récupérer la clé dans la mémoire, mais c'est plutôt intéressant comme technique. Un autre truc assez rigolo, c'est des travaux de Mordechai Gouri, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un chercheur israélien, qui est assez spécialisé des canaux cachés et qui a amélioré une de ses techniques précédentes qui consistait à utiliser les ondes électromagnétiques générées par les barrettes de RAM d'un ordinateur. Donc en écrivant dedans, ça génère un champ électromagnétique qu'il est possible de capter. Alors avant, il fallait une antenne spécifique pour capter ces signaux, et là, il est capable d'émettre sur la bande de fréquence du Wi-Fi. Alors c'est pas vraiment du Wi-Fi, mais c'est sur la bande de fréquence du Wi-Fi, ce qui permet d'écouter le signal avec un simple PC normal et une carte Wi-Fi. C'est plutôt rigolo. Et lui, c'est un spécialiste de toutes ces techniques qui permettent d'avoir des canaux cachés pour communiquer avec, par exemple, la petite diode je crois que c'est les Lenovo qui est derrière le PC, ou le disque dur, ou un ventilateur, des choses comme ça qui permettent d'émettre de l'information. Je vous ai mis en dessous un petit tableau qui est assez intéressant, qui avait été présenté à une conférence à BotConf, qui donnait des exemples du débit et des distances qu'on pouvait atteindre avec les différentes solutions qui permettaient les différents canaux cachés qui permettent de casser j'ai oublié le nom, c'est j'ai oublié le terme, qui permettent en fait de séparer un réseau complètement physiquement. AirGap. Tout à fait, merci. Ça, c'est une autre nouvelle, donc c'est le constructeur automobile Nissan qui a vu certains de ses outils qui ont complètement fuité. Donc en fait, c'était stocké sur un Bitbucket qui était protégé par admin et le mot de passe que je vous laisse deviner. Ça permettait en fait sur ce guide qu'il y avait beaucoup de propriétés intellectuelles qui étaient stockées, notamment leurs applications mobiles, de logistique, leurs outils de marketing, de gestion client, et notamment la bibliothèque mobile interne à Nissan qui a été disponible et qui du coup a continué a été partagée dans de nombreux sites de torrent. Voilà, le guide a été retiré depuis. Côté publication, on a du coup deux publications de l'ANSI. Donc le premier, c'est un dossier CTI sur Egregor, donc qui revient finalement sur les origines du groupe, comment on peut s'en prémunir, quels sont leurs TTP et les IOC associés. Donc ça continue un peu dans la lancée de l'ANSI, un petit peu de documenter les opérateurs de ransomware. Donc c'est très complet, c'est un très bon document à lire. Et elle a également publié sa doctrine de détection pour les systèmes industriels. Et donc là-dedans, c'est une bonne introduction justement sur les ICS, quelles sont les différentes briques qui les composent, comment est-ce qu'on définit ces périmètres,
et comment est-ce qu'on peut du coup faire de la détection et de la segmentation réseau. La dernière nouvelle, on en parlait le mois dernier, c'est enfin la fin du support Flash Player. Ça ne veut pas dire qu'on en a fini avec cette solution, puisque c'est pas parce que Flash n'est plus supporté qu'il va disparaître immédiatement. Je crois que c'est encore disponible sur certains navigateurs, mais normalement, on devrait le voir peu à peu être remplacé par ses équivalents type WebGL et autres solutions du même genre. Après, il y a aussi toutes les applications, alors ça commence à être vieux, mais qui ont été développées en Adobe Air, qui sont basées sur du Flash. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais normalement, elles auraient dû être migrées depuis longtemps, mais bon, jamais. Ensuite, alors, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais c'est plutôt assez fort. Donc, Skelsec, donc je sais pas, chercheur allemand, a développé du SMB en WebAssembly. C'est-à-dire qu'il a réimplémenté tout SMB en WebAssembly, ce qui fait que vous pouvez avoir dans votre navigateur un client SMB qui tourne. Alors par contre, c'est limité par la sandbox WebAssembly qui limite pas mal, et ça ne communique qu'en WebSocket. Mais ça veut dire que moyennant un petit proxy local sur la cible, vous pouvez communiquer entre le navigateur et ce petit proxy et ensuite interagir avec tout le réseau interne de la cible. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir à déployer tous ces outils, à faire des exécutions à distance avec du WMI, des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Côté forensique, on a le CISA, donc l'équivalent de l'ANSI aux États-Unis, qui a publié un script PowerShell du nom de Sparrow, qui permet de faire de l'acquisition de logs Azure et Exchange. Donc c'est pratique, en fait ça va faire l'acquisition et ça va à la fin sortir un fichier CSV qui sera du coup beaucoup plus rapidement exploitable. Donc quand on est en réponse à un incident et qu'il faut qu'on ait rapidement des premiers éléments à analyser, je pense que ça peut être un très bon premier point. Il y a Fabrice qui nous disait dans le chat qu'il y a des prestataires d'outils intégrés qui proposent d'installer un outil permettant de lire du flash. J'ai envie de dire un peu comme Gandalf, fuyez pauvres fous, ne les laissez surtout pas faire ce genre de choses. Migrez, pour pas vous retrouver avec du COBOL dans vos systèmes d'information, quoi. Des consultants à 2000 € au jour juste pour maintenir une vieille application. Autre truc intéressant, alors moi je l'utilise plutôt pour de l'offensif, mais l'antivirus Avast est fourni avec un exécutable qui s'appelle AVDump et qui permet de faire de la capture mémoire sous Windows. Donc c'est plutôt intéressant pour échapper alors de façon légitime, je ne vois pas trop l'usage parce que dans le cas d'une action légitime, on a tous les outils qu'il faut, mais dans le cas de la pentest ou d'une red team, c'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser un outil qui est finalement peu utilisé, qui est peu connu, pour capturer la mémoire et après faire plein de choses avec. L'outil, dans une certaine version, est intégré à Metasploit, mais ne marche pas toujours et les versions récentes d'AVDump ne marchent pas très bien. Moi, j'ai une vieille version qui marche très très bien et les nouvelles versions ne marchent pas tout le temps, mais c'est plutôt intéressant quand même. Le coup de vidéo, Ouais, du coup, c'est quelque chose que j'ai trouvé récemment qui est un projet assez ambitieux qui tente de faire finalement une encyclopédie des binaires légitimes auxquels on peut s'attendre à se retrouver sur un système. Donc ça fait un peu penser à la NSRL du NIST. Donc en fait, là, globalement, on essaye un peu de contextualiser les binaires en donnant donc des hashes, des chemins connus, des métadonnées qui sont associées et même des signatures. Voilà, sur le GitHub de Strontiq. Et alors l'autre, même ProcFS, c'est plutôt intéressant parce que donc moi je suis pas un champion de volatility et en général quand j'utilise volatility, que je cherche je sais pas ce que je cherche, j'ai du mal à trouver. Et là j'ai trouvé un outil qui est plutôt intéressant sous Windows qui permet de présenter une capture mémoire sous forme d'arborescence de fichiers. Donc vous avez des petites captures en bas qui présentent ça. C'est vraiment hyper visuel, c'est très pratique, c'est assez rigolo à utiliser et en plus vous avez un petit répertoire qui s'appelle MISC dans lequel vous avez des fichiers qui présentent tous les hookings en mémoire, mais qui sont faits uniquement userland. Donc l'outil est en développement, c'est hyper intéressant et moi j'aime bien. Voilà, je vous recommande de tester parce que c'est vraiment, vraiment sympa à utiliser. Ah, ça c'est grande et bonne nouvelle.
Exactement. Donc, en effet, il y avait Apple qui avait tenté justement de porter plainte contre Corium, qui est une entreprise qui met à disposition en fait des émulateurs d'iPhone pour faire de la recherche en tout ce qui est sécurité du mobile. Et donc Apple avait porté plainte sous le prétexte que c'était une offense à leur propriété intellectuelle. Finalement, la Cour a jugé que l'utilisation était faite dans le but d'améliorer la sécurité et que donc c'était pas une infraction au copyright. C'est un service payant fourni quand même par la société Corellium. Et c'est vraiment bien pour auditer des applications iOS ou pour macOS. Voilà. Ouais, c'est donc une condamnation qui entre guillemets commence un peu à dater. La CNIL du coup a fait donc, en fait c'est 3 condamnations contre les GAFAM, donc 60 millions d'euros contre Google, 40 millions contre Google Irlande et 35 millions contre Amazon Europe à cause de la mise donc au prétexte du RGPD pour la mise en place du coup de cookies de publicité qui étaient mises sur leur site, notamment le navigateur Google, sans le consentement préalable et explicite de leurs utilisateurs. Alors que suite à la présentation tout à l'heure du CCC, on se rend compte que finalement les cookies ça ne sert plus à grand chose. Alors, ça aussi, ça a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Donc je pense que vous l'avez tous vu partout. WhatsApp a changé ses conditions générales, ce qui a fait beaucoup de bruit, en particulier parce que si vous n'habitez pas en Europe, votre numéro de téléphone est forcément partagé avec Facebook. Sinon, votre compte WhatsApp est fermé, enfin vous ne pouvez plus utiliser WhatsApp. Alors en Europe, il n'y a pas d'obligation ni de partage. Par contre, dans les faits, ce croisement de données, a priori, WhatsApp le fait déjà avec Facebook depuis des années. Ils ont d'ailleurs été condamnés par la Commission européenne, je crois que c'était 110 millions pardon, d'euros d'amende, parce qu'en fait, ils ont la capacité. Au début, Facebook avait annoncé qu'ils n'avaient pas la capacité technique de croiser les données. En fait, ils l'ont depuis le début. Donc on mentit à la Commission européenne et en fait finalement j'ai l'impression que cette modification des conditions générales c'est juste plus une mise en conformité de leurs conditions générales par rapport à leurs pratiques. Mais alors il n'y a aucune preuve qu'ils ne croisent les données, mais il y a quand même de fortes chances qu'ils le fassent quand même. Et au pire, ils peuvent toujours trouver des techniques un peu malignes, comme réaliser des condensats, par exemple, je sais pas, des SHA-1 ou autres, des numéros de téléphone, et de croiser cette information-là. À mon avis, ça pourrait peut-être passer. Mais bon, voilà. Donc le sujet, c'est plutôt qu'attendez-vous pour migrer. Donc il y a plein de solutions, Signal, Olvit, Telegram. Enfin, il y a pas mal Telegram, il y a eu un article qui est sorti, je crois, hier ou aujourd'hui, sur une potentielle technique de man in the middle, mais bon, qui sera corrigée, j'espère. Mais voilà, vous avez pas mal de solutions. Signal me paraît quand même être la solution la plus adaptée, parce qu'elle ressemble quand même en termes de simplicité beaucoup à Telegram, pardon. Moi, personnellement, j'ai réussi à faire migrer mes beaux-parents, des personnes d'un certain âge, une partie de mes voisins qui ont plus de 75 ans sur Signal et qui ont réussi à utiliser l'application. Voilà, donc ça c'est un petit follow-up encore une fois par rapport à l'auteur présumé de Loki qui a été traduit devant la justice française et qui est finalement relaxé de 13 chefs d'inculpation sur 14. Donc en effet, il a été condamné uniquement pour blanchiment d'argent, étant donné qu'il y avait eu un manque de preuves suffisantes pour pouvoir l'associer avec certitude à Loki. Ensuite, les prochaines conférences. Donc, en conférence passée, donc, il y a eu la GREAC et la BotConf en ligne cette année. J'espère que l'année prochaine, ce sera en présentiel. À venir, donc vous avez le FIC qui a été reporté début avril, 6, 7, 8, je crois, de mémoire, avec une version en présentiel et aussi une version virtuelle, avec une version un peu genre Second Life. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais bon, pourquoi pas, à voir. Alors, on va passer sur tout ce qui est divers. J'insiste sur le divers parce qu'il y a des informations qui sont diverses et troll. Alors, tout ça, c'est une nouvelle que j'ai dû corriger à la dernière minute. Donc, il y a un membre du CA de l'OCIR qui a été nominé pour devenir général de brigade. Donc, ce n'est pas encore validé, mais quand même toutes nos félicitations à Eric.
Je passe vite avant que les gendarmes ne débarquent chez moi pour m'empêcher d'en parler. Autre sujet, donc Let's Encrypt, qui est l'autorité de certification gratuite qui permet de signer autant de certificats qu'on veut, depuis 2016 demande à migrer ses certificats vers sa nouvelle autorité de certification qui est celle citée ici, en remplacement de l'ancienne, la ISRG Route X1. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'équipements, en particulier des Android, qui ne sont plus mis à jour depuis quand même un certain temps, et donc ne bénéficieront plus de cette, ne bénéficieront pas, pardon, de cette mise à jour et donc de cette nouvelle autorité de certification. Ils sont pourtant utilisés par beaucoup de personnes, et ce qui fait que ces personnes ne pourront plus accéder aux sites web ou aux API d'applications utilisant cette autorité de certification, ce qui est un petit peu dommage. On me dit que la solution a été trouvée. J'attends que Nicolas finisse d'écrire. Cross-certification. Ok, Ouais. parfait. Et Donc, c'est plus un problème. on te glisse aussi de désactiver tes notifications Signal. Ah. Oui. Parce que tu les voyais? Ah ben, on a tout enregistré là. Ah là 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 là, tout le temps de secret. Autre point, je ne sais pas si vous avez vu l'article de BFM, mais BFM a annoncé que l'entreprise israélienne Cellebrite était capable de déchiffrer les communications de l'application Signal. Donc, choc. Et en fait, pas du tout. C'est juste que Cellebrite dispose d'un outil qui permet de faire de la capture d'équipements, de smartphones, de mobiles. Et dans cet outil, ils l'ont mis à jour avec le support de l'espèce de base de données de l'application Signal contenant les messages et de la récupération des secrets qui permettent de déchiffrer les messages. Donc c'est juste une information qui est totalement fausse de la part de BFM TV. Ce qui est surprenant, donc là vous avez le lien vers l'article originel de Cellebrite qui décrivait leur manière de parser, de lire la base de données avec des exemples de code source. Et l'article a été modifié en réduisant les informations. Je trouve que c'est dommage, mais vous avez encore l'article sur archive.org, heureusement. Alors ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir des idées de statistiques. C'est Veracode, donc qui est spécialisé dans l'audit de code source, qui a publié un tableau des principales vulnérabilités qu'on trouve suivant les langages. Donc sans surprise, langage compilé, problème de mémoire, langage pseudo-compilé type JavaScript, Java, problème de désérialisation et autres. Et surtout tout ce qui va être langage web, c'est problème de gestion des entrées utilisateurs. Je suis surpris par contre que sur Python, la principale problématique soit des problématiques cryptographiques. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez surprenant. Ça aussi, c'est une information intéressante. Donc, à ce jour, alors sauf si je me suis trompé en comptant, il vous reste 28 jours pour préparer votre migration Zero Logon. Donc, pour rappel, Zero Logon est une vulnérabilité qui permet pas vraiment d'écraser, mais entre guillemets de mettre à nul le mot de passe de l'admin local d'un contrôleur de domaine. C'est une vulnérabilité Microsoft, et donc qui permet après de récupérer le compte et de réaliser certaines actions et donc de compromettre à la fin un domaine. Donc Microsoft a publié un demi-correctif, je ne sais plus si c'était en octobre ou novembre, avec un certain plan, un plan d'action proposé, et donc le véritable correctif va sortir sur le bulletin de février. Et donc il va en particulier bloquer les anciens systèmes d'authentification, ce qui fait que potentiellement, si vous avez des postes de travail ou des serveurs anciens, ils peuvent ne plus fonctionner, ne plus réussir à s'authentifier sur les contrôleurs de domaine. Donc dans la revue de l'OSCI, encore une fois, je ne sais plus si c'était en novembre ou en décembre, nous avions proposé un espèce de plan d'action, à faire. Et là, si vous n'avez toujours rien fait, il va quand même falloir vous dépêcher, parce que sinon vous ne pourrez pas déployer le bulletin correctif de février, ou alors vous risquez d'avoir des pannes. Donc ça, c'est un point d'attention à mon avis pour les semaines à venir. Autre sujet, Red Hat qui arrête le support de CentOS. Alors je ne sais pas si leur information n'a pas évolué depuis, mais en gros CentOS, c'est la version ouverte et gratuite de Red Hat. Red Hat dispose d'une autre distribution qui est, je crois que c'est Fedora, qui est en gros sa version test avec toutes les dernières nouveautés. Mais Red Hat va arrêter CentOS, et le problème, c'est que la communauté utilisait beaucoup CentOS. En gros, généralement c'est Debian ou CentOS. Et donc je ne sais pas quelle va être la suite, surtout qu'il y a pas mal d'équipements de sécurité. Donc là, j'ai cité Palo Alto, mais il y en a d'autres qui tournent sous CentOS.
pas quelle sera la suite. Voilà, troll. Panne majeure chez Google. Il y a eu une panne de quelques heures qui a impacté un grand nombre de services de Google. C'est une chose qu'on ne voit pas tous les jours, mais finalement, en regardant l'historique de Google, ça arrive assez régulièrement. Donc là, vous avez comme une capture d'écran que vous ne voyez pas tous les jours avec tous les services Google, beaucoup de services Google en rouge. L'autre, c'est juste une capture d'écran d'un tweet de Tilly Kotman qui publie des choses assez délirantes et rigolotes, où là, il explique que sur un certain nombre de sites de rencontres, vous pouvez vous authentifier avec le mot de passe qui suit là. Donc, il a pour habitude de pas vraiment faire du responsible disclosure. Ce serait plutôt l'inverse. Mais bon, c'est toujours rigolo à suivre et à voir. Sur la partie monitoring là, que tu montres, alors tu as une copie d'écran à jour, hein, mais au moment de l'incident, en fait, tous les services étaient indiqués comme verts alors qu'ils étaient injoignables. Ah bon? Non, moi je l'ai pris sur le moment de l'incident, cette capture d'écran. Alors, j'ai été sur ce même site de mon côté et effectivement, moi j'avais tout indiqué en vert alors que je pouvais pas joindre les services. Alors de ce que j'avais compris, c'était un problème sur l'authentification suite à une intervention d'un changement de Et seuil. un composant au niveau de l'authentification et de l'espace sur le drive de mémoire. Qui disait que certains services fonctionnaient et d'autres non. Mais en fait, probablement, quand tu t'es connecté, Jean-Philippe, c'était tellement en panne que le site qui publie l'état était lui aussi en panne, donc tu as eu une copie en cache. Et ce qui était rigolo, c'est que quelques jours avant, il y avait eu une panne aussi très importante chez Amazon, enfin AWS, et là aussi, c'était suite à une manipulation, enfin une intervention humaine d'un changement de seuil. Alors je sais plus ce que c'était, je crois que c'était le nombre de threads par serveur, je sais plus exactement, mais pareil, ça a eu un impact assez fort. Ça, je pense que je vous le laisserai lire à tête reposée, mais en gros, c'est quelqu'un qui a identifié une problématique de sécurité dans une entreprise, qui les a contactés en disant que, en gros, il avait accès au backup de la base de données et il a été recontacté par l'entreprise en disant: «On a tout perdu, par hasard, est-ce que vous auriez le mot de passe de la base de données?» Donc la personne qui avait récupéré le backup les a aidés. Rigolo. Ah bah, vas-y, Aurélien. Promis, c'est le dernier troll sur SolarWinds et après on tourne la page. Globalement, on aurait pu se dire que si on avait, puisque après l'incident, il y a eu beaucoup de règles de détection des malwares qui ont été mises en place par les différents éditeurs d'antivirus. Le souci, c'est que quand on regarde en fait la documentation de SolarWinds, il conseille en fait de mettre les dossiers d'Orion en exclusion de l'antivirus, ce qui fait que pour la DLL, pour Sunburst, du coup, on n'aurait pas pu la détecter, même si on avait mis à jour l'antivirus. Bravo. Et alors, là, on va passer sur le bilan de l'année, avec un top totalement arbitraire et subjectif de l'année écoulée. Et donc, la grande question, c'est finalement, qu'est-ce qui résume l'année 2020 ? Est-ce que l'année 2020, finalement, ça a été l'année des rançongiciels dans la continuité des années précédentes ? On pourrait répondre oui. Il y a eu quand même le retour des maux de tête, beaucoup de problématiques sur les ransomware avec les groupes comme Maze, etc. J'ai mis quelques exemples ici, c'est pas du tout exhaustif avec les liens vers les différentes revues d'actualité qui en parlaient. Beaucoup de problématiques également, par exemple, avec certaines réponses à incidents plutôt malveillantes, comme par exemple celle qu'on a vue chez Edenred, où a priori, ça n'a pas été confirmé, mais une des personnes qui est intervenue sur la réponse à incident aurait essayé lui aussi de faire chanter l'entreprise pour récupérer des sous, ce qui est un peu moche. Et puis des coûts comme par exemple Soprasteria, où l'incident est estimé à 50 millions de pertes. On a surtout vu, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure sur SolarWinds, que Cobalt Strike a été utilisé dans énormément d'attaques et de compromissions cette année. C'est vraiment l'outil numéro 1 des cybercriminels aujourd'hui. Je crois que c'était en décembre, nous avions parlé même d'offres d'emploi de cybercriminels qui demandaient des compétences Cobalt Strike. Alors il y a quelques bonnes nouvelles, des arrestations, certains groupes qui ont annoncé arrêter, d'autres qui ont carrément fourni les clés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et beaucoup aussi ont utilisé la thématique du Covid pour réaliser leur phishing, ce qui me permet de faire une transition sur le point suivant. Donc l'année 2020, ça peut aussi être celle que l'on pourrait caractériser comme étant celle du Zoom bashing,
puisqu'en fait, Zoom, donc application de visioconférence, a été énormément utilisée en 2020 et a même explosé en termes de chiffre d'affaires. Et il y a eu beaucoup de recherches sur le sujet et beaucoup ont fortement critiqué l'application. Alors, j'ai mis quelques petits exemples de problématiques de sécurité et de mensonges. Mais finalement, chez les autres, il y a exactement les mêmes problématiques. Donc là, j'ai cité quelques vulnérabilités Teams, comme la dernière en date qui date de cet hiver, d'exécution de code à distance sur Teams, juste en envoyant une image. Donc l'année 2020, ça pouvait aussi être celle des fuites de données, comme encore une fois les années passées. Donc là, je n'ai pas mis la liste parce qu'il y en a tellement, tous les mois, il y en a des dizaines, donc c'est pas possible d'en faire la liste. On peut aussi dire que l'année 2020, c'était l'année de la suite des campagnes étatiques, encore une fois, comme les années précédentes. Donc là, je vous ai cité un certain nombre d'exemples de campagnes étatiques, avec la dernière qui est assez rigolote, donc Maximator, qui est le nom d'une bière. Je vous laisse relire la revue d'actualité de juin sur le sujet, où en gros c'était une alliance entre différents pays pour casser de la crypto, et le nom de l'opération vient du nom d'une bière qu'ils buvaient. Donc encore une fois, donc qu'est-ce qu'était l'année 2020? On peut aussi se dire que c'était l'année des attaques originales ou 3.0, en particulier avec les différentes techniques de canaux cachés, donc par exemple la vibration des ventilateurs, ou comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'émission d'ondes électromagnétiques depuis les barrettes de RAM sur la bande de fréquence du Wi-Fi, ou des attaques, encore une fois, sur les microprocesseurs, comme Platypus, c'est-à-dire sur la consommation, les variations de consommation du CPU, et encore beaucoup d'attaques sur les CPU, le matériel. On peut aussi se dire que l'année 2020, c'était celle des compromissions des fournisseurs, donc des supply chain attaques. Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'attaque sur SolarWind, mais pas que. Il y a eu beaucoup d'attaques de ce type-là, donc sur UBGM, NPM, etc. Beaucoup d'attaques de ce type-là. J'ai aussi ajouté celle de Tesla, puisqu'en fait, a priori, une personne, un Russe, a priori, aurait essayé de payer un employé de Tesla pour lui demander de plugger une clé USB dans un poste sur le réseau Tesla. Donc beaucoup d'attaques de fournisseurs, d'entreprises tierces. Moi, chez des clients, je le vois aussi beaucoup de tentatives d'intrusion par ces biais-là. Peut-être que l'année 2020, c'était ça aussi. Ou, comme les années précédentes, l'année des vulnérabilités majeures. Donc là encore, beaucoup de vulnérabilités avec un impact mondial. Donc je vous ai cité un certain nombre de vulnérabilités ici, avec toujours beaucoup de vulnérabilités sur Chrome. Alors c'est que Nicolas va bondir. Mais aussi Cisco, Android, iOS, sur les produits de sécurité, les antivirus, beaucoup sur Citrix également, et Oracle, avec quelques chiffres. Oracle, ses bulletins, c'est entre 300 et 400 vulnérabilités corrigées à chaque fois. Ça peut être aussi 2020 une très belle année pour la cybersécurité française. Donc nous avons vu de belles levées de fonds de la part, là j'en ai mis 3, CrowdSec, QuarksLab et Tetris, qui ont fait de belles levées de fonds. Ou de mauvaises nouvelles avec malheureusement VD Secure qui a eu quelques problèmes sur sa levée de fonds aux États-Unis. Mais techniquement, nous sommes quand même à la pointe avec tous les outils que je cite là, qui sont des outils de premier plan utilisés par beaucoup de monde pour à la fois attaquer et sécuriser. Et beaucoup de publications de l'OSIR et du CLUSIF, mais aussi de l'ANSSI qui a fait beaucoup de publications très intéressantes et très techniques cette année, avec la fourniture d'IOC. Bon, une fois publié, malheureusement, c'était plus forcément très intéressant puisque les attaquants les récupèrent, mais c'est quand même une belle preuve de transparence de l'ANSSI, et la plupart de leurs rapports sont plutôt bien rédigés et très intéressants à lire. Et donc ça pouvait être aussi également une belle année pour la protection des données personnelles, donc avec un certain nombre de sanctions de la CNIL, de la Cour européenne, et également la Californie qui a créé son RGPD à l'américaine. Attention, c'est le dernier, c'est que je prends l'exemple de British Airways ici, mais il y a pas mal d'amendes RGPD qui finalement en appel sont réduites, ce qui fait que la menace du RGPD finalement perd de son intérêt. C'est un petit peu dommage. Et puis 2020, ça a été aussi l'année où je pense globalement nous avons su nous réinventer, comme l'OSIR a pu le montrer en se mettant à faire des réunions en visioconférence. Donc voilà, top totalement arbitraire. Alors, prochaine réunion de l'OSIR, donc ce sera le 9 février, mardi 9 février, toujours en visioconférence, toujours pas d'afterwork de prévu.
Et donc, nous vous souhaitons à tous une très très bonne année 2021. Nous vous souhaitons une bonne santé en espérant que 2021 ne soit pas pire que 2020. Et nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez